de l'Union européenne. Et c'est grâce à ça que la Finlande a décidé de ne pas abattre 20 loups. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de comprendre un petit peu mieux les interactions qu'il y a entre les loups et les différents élevages, et de comprendre aussi un petit peu la solidité de la directive Habitat pour la protection des loups. Donc, il va y avoir 2 présentations aujourd'hui, et puis ensuite, on aura une session questions-réponses. Mais d'abord, j'aimerais vous donner quelques informations pratiques. Cette réunion est streamé directement sur YouTube, et il est enregistré aussi ici. Donc, à la fin de la présentation, vous recevrez l'enregistrement et les présentations. Je serai la modératrice des débats. Je vous demande de bien rester en mute, donc micro éteint, tout au long de la réunion. Vous pouvez également poser des questions en utilisant la fonction questions-réponses de Zoom. On y répondra à la fin de la session. Si vous êtes un membre du Parlement et que vous souhaitez prendre la parole, merci d'utiliser le chat pour nous le demander, ou bien d'utiliser la fonction qui vous permet de lever la main. L'interprétation est disponible en anglais et en français. Il vous suffit de cliquer sur le petit globe qui se situe en bas de votre écran pour sélectionner la langue de votre choix. Et étant donné que la réunion est très courte, je vous demanderai bien de faire en sorte d'être bref et concis. Alors, je vais désormais donner la parole, et je suis encore désolée de mon retard. Je vais donner la parole sur Monsieur Delgado Rosa. Monsieur Delgado, vous avez la parole. Vous avez à peu près 10 minutes. Merci beaucoup pour l'invitation sur ce sujet qui est très important. Alors, j'aimerais dire que les lynx, les loups et les ours font partie de notre patrimoine, de notre héritage au niveau européen. Donc, ils ont un rôle très important dans notre écosystème, et c'est pour cela qu'ils sont protégés. Ce qu'on a vu récemment, c'est que la population des loups augmente dans différents pays. Et nous devons considérer cela comme étant un véritable accomplissement des différents groupes de préservation. Le loup est préservé dans 18 est présent dans 18 parcs nationaux sur 39. Évidemment, cela est rendu possible grâce à notre législation sur la nature, mais également sur différents facteurs également. Il y a des facteurs socio-économiques qui entrent en jeu ici, que ce soit notre paysage, qui permet à ces espèces également de se reproduire et d'évoluer. Et donc, l'époque où les loups étaient persécutés et tués à tout va est bel et bien terminée. Au même moment, nous savons très bien que c'est un sujet particulièrement clivant. Il y a beaucoup de plaintes de la part de citoyens. Et nous avons donc beaucoup de personnes qui sont pour la protection de ces espèces, et d'autres, au contraire, qui sont contre. Puisqu'évidemment, certaines personnes sont plus impactées que d'autres, notamment par les loups, et je pense ici notamment aux éleveurs. Et pour l'instant, la stratégie qui est mise en place jusqu'à 2030 permet de mettre en place des politiques robustes pour la préservation des loups, et cela a un but. En fait, les États membres sont responsables. Il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour assurer la préservation de la vie sauvage et donc des loups. Nous savons aussi qu'il y a pas mal de conflits de coexistence qui peuvent être réglés grâce à ces mesures. Et des lignes directrices, des recommandations, des clarifications ont été demandées et apportées récemment. Il y a également une directive qui est adoptée en mars 2021 qui permet d'avoir plus d'informations sur les loups. Et le 3 novembre, tous les États membres
ainsi que les commissaires de l'agriculture et de l'environnement ont abordé ces sujets. On a également une plateforme européenne sur les carnivores. Et en fait, toutes ces lignes directrices et recommandations peuvent être utilisées pour mettre en place des mesures qui nous permettent de mieux cohabiter avec ces carnivores. Et donc, ce sont les pays qui peuvent décider de mettre en place ces mesures ou bien de les adapter à leur contexte local. Et c'est le cas d'ailleurs dans certaines régions. Alors, de quelles mesures parle-t-on? Ce sont des mesures qui ont différents aspects. Il peut y avoir les investissements pour mettre en place justement des mesures de préservation. Ça peut couvrir les coûts de travail supplémentaires pour justement mettre en place ces systèmes et ces politiques, mais également pour la formation, l'assistance technique et pour apporter du soutien aux bergers. Alors évidemment, ce n'est pas toujours une mince affaire et ce n'est pas non plus une solution qui convient à tout le monde. Les mesures de préservation fonctionnent si elles sont adaptées, si elles sont personnalisées et mises en place au niveau local et qu'elles sont donc adaptées au contexte local, à l'environnement. Et c'est pour cela qu'il est important de faire du monitoring, de s'assurer que l'on obtient de bons résultats et que ces mesures sont bel et bien efficaces. Il y a une mesure essentielle, c'est l'évolution des différents facteurs. Et je parle ici également de l'inquiétude des éleveurs. Il nous faut mettre en place les bonnes politiques, faire appel aux experts en la matière également. Alors maintenant, sur la problématique controversée de l'abattage des loups, je veux dire que même dans les régions où c'est considéré, ce n'est pas utilisé comme étant une alternative. C'est une option qui est pour le moment autorisée selon certaines conditions. Il faut que cela protège un certain intérêt général et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur la population des loups. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas parler d'abattage à chaque fois que l'on se retrouve face à un problème. Mais il faut savoir que la protection des loups peut impliquer l'abattage de certains loups. Le but ici, c'est donc de trouver des solutions qui conviennent à tous et qui entrent dans le cadre légal pour que l'on puisse s'assurer de la bonne coexistence des espèces. On a différents types de soutien. On a déjà des parties prenantes pour la plateforme de dialogue, des différentes parties prenantes en Europe. On a également le soutien de différents groupes. Et puis, on avait également le cadre financier 2021-2027 qui est également en place. Alors, cette approche de coexistence est en ligne avec ce que le Parlement européen souhaitait et de la stratégie que nous avons adoptée pour 2030, la stratégie qui a été adoptée en juin 2021. Et le but, évidemment, c'est que les membres de la Commission prennent les mesures nécessaires pour la préservation des loups et assurent donc compensation quand besoin il y a. Il faut plus de tolérance et une meilleure compréhension, évidemment, des inquiétudes et des émotions des personnes impactées par les loups. Pour la coexistence, il faut savoir être persévérant.
Il faut que les différents troupeaux soient protégés, mais que les loups continuent de remplir leur rôle au sein de la biodiversité. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous rends la parole, Madame S. Merci, merci beaucoup, Monsieur Delgado. Vous êtes donc directeur de la biodiversité, DG Environnement, et c'était très intéressant d'avoir cette vue d'ensemble de la législation, de la réglementation pour les loups. Alors, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Landry, qui va nous parler des interactions entre les troupeaux, les chiens de berger et les loups. Je vous donne la parole, Monsieur Landry. Oui, merci. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon? Super. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Alors. Do you see something? It is working? Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que ça fonctionne comme il faut? Oui, on voit bien votre écran, Jean-Marc, il n'y a pas de problème. Super, génial. Alors, merci de m'avoir invité. Je suis biologiste. Je vis entre la Suisse et la France et je travaille sur les loups depuis maintenant 25 ans. Je suis très intéressée par les relations entre les loups et les hommes, les humains, notamment pour tout ce qui touche aux activités pastorales. Et nous avons donc mené un projet il y a quelques années dont j'aimerais vous présenter le but aujourd'hui. Alors, j'ai un petit souci technique. Voilà, super, ça fonctionne. Alors, voilà ma présentation. Je vais faire une petite introduction. Je vais ensuite vous présenter la manière dont nous avons travaillé. Ensuite, je vais vous présenter les principaux résultats avant de parler des interactions entre les chiens bergers et les loups. Je pense que c'est important de savoir ce qu'est un loup et comment on fonctionne au niveau du système pastoral. Et puis ensuite, je vous parlerai d'un nouveau modèle de protection des troupeaux. Et puis, on passera ensuite à la conclusion. Alors, peut-être vous le savez, mais en France, nous sommes l'un des pays où nous avons le plus grand nombre d'attaques de loups sur les troupeaux, principalement sur les moutons et les chèvres. Alors, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile en France de protéger nos troupeaux? Est-ce que les mesures de protection des troupeaux ne fonctionnent pas ou y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène? Alors, en fait, on a essayé de travailler au plus sur le terrain et quand on est sur le terrain, on peut voir que toutes les plaintes ont lieu généralement le matin et on voit là juste que c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en bas de cet iceberg, justement. Alors, le but du projet que nous avons mené, c'était peut-être de se dire, peut-être qu'il faut étudier cette relation entre les loups et les troupeaux. Et donc, c'est la toute première fois, finalement, que l'on s'est intéressé à ce type d'interaction. Et c'est la toute première fois qu'on a essayé de filmer la nuit les interactions entre les loups et les troupeaux. Alors, la question, c'était comment les loups interagissent avec les troupeaux. Et en fait, on avait tout plein de questions et c'est pour cela que l'on a mené ce projet que l'on a appelé un Canovis. Alors, je voudrais vous montrer un petit peu là où nous avons travaillé. Donc, on a travaillé dans la partie sud des Alpes, dans le massif du Mercantour et sur le plateau Canjouer. Ce sont deux endroits différents. Le paysage est très différent aussi. On a pas mal de moutons là-bas, mais c'est aussi là-bas qu'il y a le plus d'attaques sur les troupeaux ces 10-15 dernières années. Donc, c'était voilà, des bons endroits pour commencer nos recherches, pour essayer de mieux comprendre les dynamiques et donc ce qui se passe. Alors, on a travaillé avec une objectivité mécanique pour essayer d'observer les loups. Alors, en fait,
On a utilisé la vision nuit, donc on avait des caméras militaires qui nous permettent donc de voir dans la nuit. Et ça, c'était super parce que pour la toute première fois, on pouvait voir ce qu'il se passait la nuit. Donc, on peut voir un loup attaquer un troupeau, on peut voir comment les chiens réagissent également. Donc, c'était vraiment très intéressant. Je vous montrerai un peu des images juste après. Alors, au niveau des données qu'on peut collecter, eh bien ici, on a un troupeau. Il y a derrière la barrière électrique, on a 2 loups, un mâle et une femelle. Et il y a des choses très intéressantes. Je vais essayer voilà, je vais vous laisser découvrir la petite vidéo. Alors, vous pouvez voir le loup ici qui saute par-dessus la barrière électrique, qui court donc après les moutons. Et vous voyez que le chien arrive pour chasser le loup. Donc, la vidéo ici est très intéressante parce qu'en fait, on a tout plein d'informations. On peut voir déjà qu'il y a 2 loups, mais que ce ne sont pas des loups égaux. Ils ont 2 personnalités complètement différentes. Il y a un des loups qui est beaucoup plus timide que l'autre, par exemple. Donc, ils travaillent différemment. On peut voir comment les moutons réagissent aussi. Donc, c'était vraiment incroyable d'avoir ce type de vidéo. On a beaucoup d'informations grâce à ce type de vidéo-là. Ensuite, on a mis des bracelets, des colliers GPS aux chiens, également aux moutons. Le but, c'était de pouvoir mieux filmer. Donc, on a pu obtenir des données sur les chiens qui courent après les loups, qui leur courent après à plus de 45 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez exceptionnel. Ça montre vraiment à quel point les chiens de berger sont endurants, puissants. Et puis, on a placé aussi différentes caméras. Ça nous donne aussi pas mal d'informations. Comme vous le voyez ici, on peut voir un petit peu les interactions. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on peut collecter énormément d'informations grâce aux caméras thermiques, grâce aux GPS, aux caméras automatiques. Ça permet vraiment de collecter énormément de données. Et il y a un point qui est particulièrement important, c'est que les bergers font partie du projet. Ce sont de véritables partenaires. On n'est pas là pour leur dire comment ils doivent travailler, ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Le but, c'est d'intégrer leur perspective à eux, de travailler main dans la main. Et ça, c'est très important parce qu'il fallait qu'on soit accepté également. Imaginez la nuit, vous avez votre caméra de nuit, votre caméra thermique, vous filmez les moutons. Donc, voilà, nous nous mettons dans un endroit où on peut observer le troupeau. Et la plupart du temps, le berger est avec nous parce qu'évidemment, eux aussi, ils veulent savoir ce qu'il se passe la nuit avec leur troupeau. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur notre méthodologie, nous avons publié les résultats de notre recherche. On a publié un rapport. Alors, malheureusement, c'est uniquement disponible en français à l'heure actuelle, mais il y a énormément d'informations dans ce rapport. Voilà, c'est grâce au gouvernement français que nous avons pu publier ce rapport. Alors, pour les données, vous imaginez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a passé plus de 3300 heures à observer les loups et les troupeaux la nuit. Et on a rapporté 163 approches des loups, donc des loups qui se sont rapprochés des troupeaux. On a eu évidemment 65 attaques de loups et 175 interactions entre les troupeaux, entre les chiens et les loups. Et ça vous montre à quel point on était chanceux parce qu'au début, quand on a commencé ce projet, tout le monde disait c'est impossible de filmer les loups la nuit. Donc, on a été très chanceux de pouvoir les voir évoluer la nuit. Et je vais maintenant vous présenter différentes données des loups dans le système pastoral, ce qui est important pour moi à comprendre en tant que biologiste. Les loups et les moutons vivent sur le même territoire. Ce n'est pas comme aux États-Unis où on a un endroit où il y a les loups et l'élevage d'un côté. Chez nous, ils vivent sur les mêmes territoires, ils partagent les mêmes espaces. And this is unfortunately I didn't translate it, but we wanted to Alors, know. malheureusement, je n'ai pas traduit cela, mais
loups sont toujours intéressés par le système pastorale. Où est-ce qu'ils vivent là? Eh bien, on peut voir que 54% de leurs actions sont dans leur intérêt, mais vous avez 46% où simplement ils passent à côté du troupeau, ils jouent, ils hurlent, donc ils vivent tout simplement. Et donc pour nous, c'était assez intéressant. Ils ne vont pas toujours tuer des moutons, parfois simplement ils passent à côté, voilà, passent leur chemin. Évidemment, il y a une pression du loup sur les troupeaux. Cela dépend du troupeau. Parfois, vous pouvez avoir une approche toutes les 2 nuits et une attaque toutes les 5 nuits. Donc, ça montre quand même que vous devez avoir des bonnes mesures de protection et vos chiens doivent bien travailler pour éviter les attaques. Alors, ce que l'on voit dans ces chiffres, donc on a donc enregistré 163 approches, 148 pour qui était donc de la meute, ou pardon, qui visait le troupeau, et le reste, une vingtaine, donc qui concernait des individus isolés. Alors, il n'y a que 12% des cas où le loup peut tuer un animal, un mouton, si il est en troupeau. Évidemment, c'est beaucoup plus important lorsque l'individu est isolé. On monte à 65%. Alors pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des troupeaux, il y a des chiens. Et donc, cela montre que lorsqu'il y a des chiens, lorsqu'ils approchent les troupeaux, a- avec les chiens, vous n'avez que 10% des attaques qui font des victimes. Et donc, je crois que c'est un chiffre qui est vraiment intéressant parce que cela montre que lorsqu'il y a des chiens qui fonctionnent avec le troupeau, qui travaillent avec le troupeau, ils travaillent bien. Ça montre aussi que vous n'aurez jamais aucune perte. Les chiens restent des chiens, les loups restent des loups. Euh, mais cela montre quand même que les chiens, pardon, travaillent bien. Évidemment, les loups, ça reste des loups. Et donc, il y a eu parfois des attaques sur les moutons. Certains ont été mangés vivants, évidemment. Évidemment, c'est très dur pour les bergers. Wolf attacking flocks or moving Lorsque les loups attaquent les troupeaux, en général, ils attaquent à un ou deux. Parfois, on en a un peu plus sur le site du Mercantour, mais cela vous montre que les loups qui attaquent les troupeaux de moutons ou de chèvres ne sont qu'à un ou deux. On pourrait penser que la meute allait attaquer le troupeau et tuer de nombreux moutons, mais ce n'est pas le cas. Quand ils sont plusieurs, on n'a pas vraiment pu enregistrer de stratégie ou de coopération. Cette image est assez intéressante parce qu'ici, nous avons donc un troupeau, nous avons un loup qui fait une attaque, il y en a un qui attend et le dernier qui s'enfuit. Et en fait, c'est assez perturbant parce qu'on pourrait penser que tous les loups vont courir après le troupeau, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ça montre à quel point l'attaque du loup reste complexe. Alors, ce qui est intéressant également, c'est le schéma d'activité du loup. Il n'est pas égal tout au long de la nuit. On a pu montrer que la première partie de la nuit était là où les attaques étaient plus importantes. Alors, évidemment, on sait que jusqu'à minuit, il faut être vraiment très attentif. Au-delà, un peu moins. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque, mais en tout cas, les fréquences sont bien moindres. Ce qu'on a pu voir en juillet, en août, en septembre, on voit des loups qui apprennent à leurs petits à attaquer les moutons. Mais nous,
on ne les a jamais vus près des troupeaux. Donc, on a été un peu surpris. Peut-être les louveteaux sont-ils trop petits pour en juillet, pour attaquer en juillet, août, septembre, ou peut-être même encore octobre. Ça reste encore des bébés. Donc, je voudrais maintenant vous présenter quelques résultats sur les interactions entre le bêta, entre les chiens de berger et les loups. Donc, vous pouvez voir ici la présence de loups dans la présence des chiens réduit les interactions lorsqu'ils sont assez proches. Les chiens sont là. Parfois, les loups passent simplement sur le côté, même si les chiens ne les ont pas remarqués. Alors, on ne sait pas très bien comment ils communiquent, si c'est une question d'odeur, si c'est une question de marquage de leur territoire. Mais c'était vraiment quelque chose de très intéressant parce que si l'on reprend ces chiffres ici, on peut voir que l'interaction peut être proche du troupeau, mais en fait, la moitié des interactions peuvent se passer à 300 mètres, voire encore plus loin du troupeau. Donc, ça montre que l'interaction n'est pas toujours dans la proximité immédiate du troupeau. Cela peut se faire d'un peu plus loin. Ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des interactions et des attaques physiques entre les loups et les chiens. Donc, par exemple, lorsque le loup tue un mouton, le chien peut aller se nourrir aussi sur la carcasse, par exemple. Et ça peut se terminer en bagarre. Alors, comme je vous l'ai dit, le loup montre un intérêt dans le système pastoral. Nous avons pu noter que lorsque le loup n'est pas vraiment intéressé, il y a des interactions avec les chiens. Les chiens, s'ils voient des loups, ils vont les chasser, même pas spécialement à proximité d'un troupeau, mais si le loup entre sur le territoire du chien, par exemple, il peut y avoir cette chasse. Au niveau du système pastoral, évidemment, vous avez une fréquence plus élevée d'interaction entre les chiens et les loups, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'il y a des interactions, généralement, cela implique un ou deux loups. Dans certains cas, vous pouvez en avoir jusqu'à 7, mais vous n'avez pas une meute de chiens une meute de loups qui attaque une meute de chiens. On n'a pas pu voir ce genre de comportement. Généralement, c'est un ou deux individus qui attaquent les chiens, qui essayent en fait d'attaquer le troupeau, et puis les chiens défendent le troupeau. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Alors, les chiens de berger ont des comportements assez antagonistes. Donc, quand un chien voit un loup, il va essayer de le chasser, de le poursuivre, de s'interposer, voire de lutter, parfois jusqu'à la mort du loup ou du chien. Il va également aboyer, il va y avoir certaines vocalisations, ce qui ne protège pas le troupeau. Mais il y a aussi des comportements parfois non belligérants. Parfois, le loup peut jouer avec le chien. C'est assez rare, mais pourtant, ça a déjà été vu. Alors, je voudrais vous montrer quelques interactions par une vidéo. Vous pouvez voir que c'est à la fois dans le Mercantour et dans le camp Juaire. Donc ici, c'est la nuit. Vous avez le loup. Pardon, vous avez le chien et vous allez voir un loup assez proche. Donc, les loups étaient assez proches de nous. Vous allez voir une première attaque du loup sur le plateau. Donc, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de berger et il y a un chien qui dort, c'est la nuit. Donc, le loup tente une attaque et donc les moutons vont bêler
et cela va réveiller les chiens et donc chasser le loup. Donc évidemment, c'était la nuit, donc le chien ne pouvait même pas voir le loup, donc ils essaient de trouver le loup par l'odeur. Donc imaginez que vous n'avez pas de chien, eh bien, ça peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc, vous avez deux chiens qui poursuivent deux loups. Et donc, ça vous montre à quel point le paysage est difficile pour les chiens. Vous avez beaucoup d'arbres, on est dans un mélaisin. Donc, vous pouvez comprendre que le chien peut se retrouver dans des difficultés. Donc, ici, on a deux loups, deux chiens. Et ce loup ici, le chien court après le loup et l'a presque attrapé, donc 45 km/h de course. Pour le loup, c'est incroyable. Et c'est incroyable aussi de voir cela pour de la part du chien. Alors, c'est un chien de berger suisse. Ce sont des bons chiens. Alors, c'était la première fois qu'on avait une interaction entre les loups et les chiens. Et là, franchement, je pensais que le chien était mort. Quand on voit la poursuite n'est pas très sérieuse. Donc, on voit un échange ici. Et pour comprendre ce qui se passait, le loup a tué un agneau, le chien essayait de le poursuivre, et maintenant, le loup essaye de s'enfuir. Et finalement, les loups ont abandonné et ont arrêté de poursuivre. Ils ont laissé la carcasse au chien. Alors, parfois, il y a des différentes interactions, différents comportements. Ici, on a un loup qui était donc pourchassé par un chien sur un sentier. Alors, on peut voir que le chien passe et que le loup attend. Ça vous montre que les loups n'ont pas toujours peur des chiens. Parfois, comme ici, vous pouvez avoir des interactions physiques assez sérieuses. Ça dépend du type de paysage dans lequel le chien et le loup évoluent, évidemment. À quel point il est difficile pour le chien de repérer le loup dans ce type de paysage. Évidemment, le loup est le meilleur prédateur que vous pouvez avoir, donc vous avez besoin des meilleurs chiens pour pouvoir y faire face. Donc, toutes ces informations que je vous ai présentées nous ont permis de voir le loup sous un jour nouveau et également la protection du troupeau. Donc, je voudrais en fait terminer par vous présenter quelques idées sur la marche à suivre, comment nous pouvons améliorer la protection des troupeaux, particulièrement en France, mais pour le reste de l'Europe aussi. Alors, je pense que nous devons, euh, nous devons rompre les barrières. Jusque-là, nous avons considéré le loup comme un facteur invariable. Donc, tous les loups sont pareils, tous les chiens sont pareils, toutes les meutes sont pareilles. Et donc, nous avons mis des protections. Pourtant, il faut tenir compte du loup en tant que tel. Comme vous voulez voir, les loups ont leur propre personnalité, ils ont différents tempéraments, ils ont des âges différents également, ils ont des statuts sociaux différents au sein de la meute. Donc, je ne vais pas vous effrayer avec ce diagramme, mais en fait, si vous prenez un loup, vous avez la variabilité individuelle, vous avez l'organisation sociale et les relations dans le système pastoral. Et donc, vous pouvez avoir différentes variables comme l'intelligence, le sexe, l'âge également, personnalité du loup. Est-ce que il est plutôt timide, plutôt téméraire? Est-ce que c'est un louveteau? Et puis, vous pouvez avoir différents types également. Donc, un loup n'est pas égal à un autre loup. Et il y a aussi des modes d'évolution. Donc, parfois, ils ont certains comportements. Parfois, ils arrivent sous un mode prédateur. Et donc, quand ils sont sous mode prédateur, ils vont euh, tuer la faune sauvage. Donc, ils ne sont pas dans un danger pour les troupeaux.
On peut traduire ça de façon scientifique, mais cela peut se revoir, bon, par exemple, quand ils se déplacent, quand ils se reposent, ils ne sont pas dangereux, quand ils sont en train de prospecter, quand ils sont en mode euh, euh, carnassier, en mode charognard, pardon, voilà. Donc, en fait, ce sont des choses extrêmement complexes. Donc, je vous ai montré les différents faits que nous avons voulu étudier. Nous voulons vraiment étudier la partie cachée de l'iceberg. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le système de protection du troupeau contre le loup. Et nous avons donc pu voir à quel point les chiens étaient utiles. Alors évidemment, on ne voit jamais que quand le loup échoue dans son travail ou quand la clôture lâche. Mais ce qu'on a pu étudier, c'est à quel point les chiens étaient utiles et faisaient de l'excellent travail. Alors évidemment, il y a des facteurs de vulnérabilité qui doivent être pris en compte, le système de protection notamment, le territoire, si vous êtes dans un parc naturel ou pas, si vous avez beaucoup de touristes ou pas. Ceci, en fait, est une perspective complètement humaine. Alors, je m'imagine comment le loup va se comporter et je vais protéger mon troupeau de la meilleure manière. Ce que l'on fait, c'est de donner des informations de la part du loup. Donc, il faut tenir compte du facteur loup, savoir qui est là, est-ce que c'est un loup solitaire ou pas. Et donc, si vous prenez la propension à être attaqué, la propension à attaquer, vous avez la vulnérabilité réelle. Et donc, cela vous donne davantage d'outils qui vous permettront d'avoir un système de protection plus efficace. Alors, évidemment, on a également donné quelques informations sur la variation de la vulnérabilité sur 24 heures. On a pu suivre les loups pendant 45 heures. On a pu suivre des chiens pendant 24 heures. On a pu montrer les périodes de la journée où ils étaient plus vulnérables. Donc, en rouge, évidemment, la vulnérabilité est plus importante. Et donc, on peut voir que les activités du loup commencent au début de la nuit. Et au début de la nuit, on nourrit le chien et les chiens digèrent, par exemple. Donc, ils ne sont pas aussi alertes, on va dire. Et c'est là, en fait, qu'ils devraient être le plus actifs. Donc, cela vous montre qu'il faut pouvoir tenir compte de ce type d'informations pendant la journée. Alors, évidemment, les bergers le font. Et ils le font juste par instinct. Et pour conclure, je voudrais vous présenter quelques protections de troupeaux. Évidemment, c'est un petit peu compliqué, mais j'espère que je pourrai être suffisamment claire. Donc, si vous avez des chiens, donc nous sommes en train d'écrire une présentation pour un nouveau modèle de chien de berger. Si vous voulez avoir un chien, le modèle historique, vous devez être attaché, devez être fidèle, protectif, protecteur, et il doit avoir de tolérance aux activités humaines, ne doit pas vouloir chasser. Mais ceci n'explique pas quel type de chien ou quel sexe. Alors, quand on regarde que les bergers ont 3 chiens, ces 3 chiens peuvent être des chiots, peuvent être des adultes, peuvent être très, très vieux. Donc, leur efficacité est tout à fait différente. C'est important d'avoir ces informations. Nous devons également aussi avoir des informations sur la capacité du chien de gagner un combat physique, par exemple, la motivation, l'agressivité. Et donc, ceci vous donne la capacité du chien. Et dans la capacité du chien, vous devez ajouter les facteurs environnementaux. Et vous pouvez avoir le meilleur chien du monde
Si vous le mettez dans une forêt avec 2000 moutons, ce n'est pas la même chose que dans un alpage avec 10 animaux. Et l'efficacité ne sera pas la même. Et puis cette efficacité, vous devez en tenir compte. Vous devez tenir compte de la logique opérationnelle de l'élevage. Et donc, ceci vous montre que vous pouvez utiliser des chiens dans le sud de la France, mais dans d'autres parties de la France où il y a des troupeaux beaucoup plus petits, où on a peut-être 15 petits chiens, petits troupeaux, vous ne pouvez pas avoir autant de chiens parce que ce serait trop cher. Et donc là, vous devez travailler avec des clôtures plutôt. Donc, si vous voyez cette relation entre le loup et le chien, eh bien, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un échiquier, en fait. On a comme sur l'échiquier, vous avez les paramètres des joueurs, les paramètres de l'équipe. Vous avez votre joker qui est le berger. Il peut être un bonus pour défendre le troupeau contre les attaques. Alors, évidemment, c'est un peu long à expliquer, mais cette théorie du jeu évolutif, si vous voulez alors vous voulez évidemment que votre chien soit le plus fort, et si vous voulez que le chien soit fort, vous devez faire des sélections, vous devez bien les nourrir, vous devez bien vous en occuper. Et ce que je vous expliquais avec les chiens, eh bien, on peut faire pareil pour tous les systèmes de protection. Vous devez savoir ce que vous avez, quelles sont les capacités par rapport avec évidemment une forêt, une pâture, c'est pas la même chose. Vous devez donc vous regardez l'exploitation de la ferme, etc. Donc vous pouvez faire exactement la même chose. Et une fois que vous faites cette analyse, eh bien vous comprenez mieux comment la protection fonctionne ou pourquoi elle fonctionne ou pas. Alors une fois qu'on a repris tout ceci, il faut évidemment regarder la tradition. Like humans, we know how to manage risk. So now we have to manage the wolf risk. And Donc maintenant, on doit gérer les risques loups. Il faut que l'on crée les outils. Et en fait, vous avez besoin uniquement de 3 indicateurs. Vous avez le territoire, vous avez la stratégie de protection du troupeau et vous avez l'évaluation de vulnérabilité. En fait, vous avez 6 indicateurs. Et donc, ce sont avec les questions que vous devez vous poser. Donc, est-ce que ma stratégie de protection du troupeau est efficace? Donc, il faut voir les pratiques pastorales, peut-être aussi les outils de protection que j'ai. Peut-être que l'on a une femelle en chaleur qui ne peut pas travailler, donc il faut faire un petit peu attention à tout ça aussi. Ensuite, quelle est la menace du loup? Est-ce que j'ai une meute ici? Est-ce que j'ai seulement quelques loups un peu solitaires? Et se demander également quels sont les facteurs aggravants. Je ne sais pas, par exemple, il y a quelques jours, il y a eu une grosse tempête, etc., etc. Et donc ensuite, on a 4 modes d'alerte. Donc, il y a des jours où on peut être un peu plus détendu, on est dans le vert. Sinon, jaune, on a des soupçons, rouge, l'alerte. Et noir, on est vraiment en danger. Donc, en fait, ce sont des choses à mettre en place. Il faut s'entraîner. Et puis ensuite, on arrive sur le modèle iceberg, comme je l'appelle. Donc là, il faut prendre en compte les facteurs des loups. Il faut prendre le facteur de vulnérabilité en compte. Donc, en fait, il faut étendre les zones de sécurité, par exemple. Donc, les chiens peuvent travailler un peu plus loin des troupeaux. Il faut également s'intéresser à l'efficacité de la protection ou de vos capacités de protection. Et ensuite, on peut avoir un gradient de pression, si je peux utiliser ces mots-là, sur la droite du carré avec la flèche qui monte donc de bas en haut. Et donc, voilà, c'est finalement ce qu'on a fait un petit peu jusqu'à présent. Ma conclusion ici, c'est que l'on a été capable finalement de mesurer l'efficacité des mesures grâce à une observation directe, grâce aux vidéos que l'on a réussi à faire. Et nous sommes convaincus que l'on peut améliorer les systèmes de protection.
Mais il faut vraiment prendre en compte le facteur loup, hein. Ça, pour moi, c'est vraiment la prochaine étape finalement. Si vous avez le facteur loup, il va falloir investir dans de nouveaux outils. Il faut avoir davantage de connaissances sur les loups, savoir un petit peu comment ils fonctionnent. Et donc, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, vous pouvez trouver toutes les vidéos et informations supplémentaires. Vous n'avez qu'à consulter la chaîne YouTube de l'Institut IPRA ou bien le site Internet qui s'affiche à votre écran. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Landry. C'était vraiment très intéressant de pouvoir analyser ici les différents facteurs. C'est une approche très détaillée du comportement des loups et des chiens que vous nous avez démontré aujourd'hui. C'était passionnant. Et je vois qu'il y a énormément de mains qui sont levées. Donc, j'arrive. J'ai vu l'ordre dans lequel elles se sont levées et Caroline a levé sa main en premier. Donc, Caroline Rousse, je vous donne la parole. Merci Tilly et merci à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais remercier donc Monsieur Delgado pour sa présentation et Monsieur Landry pour cette étude. Le fait que vous ayez travaillé en collaboration avec les bergers. Alors cette étude, elle a été faite dans ma région. Je suis assez contente de ça puisque il n'y a pas très longtemps, j'ai été avec des bergers de ma région sur le plateau de Cossol qui ont subi justement des attaques de loups. Donc, je vois que dans cette étude, on retrouve certains critères qui pourront justement aider ces bergers à protéger leurs troupeaux. J'ai 2 questions à Monsieur Delgado. Donc, tout d'abord, je voudrais savoir si les efforts de conservation, y compris tous les financements fournis par l'Union européenne pour la protection des loups, ont-ils été couronnés de succès? Est-ce que vous avez identifié des lacunes dans la gestion des financements par les États membres? Et puis tout à l'heure, quand vous avez fait votre exposé, vous avez parlé de soutien aux bergers et de compensation. On voit que les fonds pour la biodiversité sont des fonds qui sont pas de gros fonds, puisqu'on a des rares fonds qui sont disponibles pour la biodiversité. Ne serait-il pas mieux pour soutenir ces bergers et leur offrir des compensations, d'utiliser en priorité les fonds de la PAC justement pour ces bergers? Merci à vous pour vos réponses. Merci beaucoup à toi, Caroline. I think we will do ping pong. Alors, je pense qu'on va faire un petit peu de ping-pong aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal de questions qui vont être posées. Donc, je vais donner la parole directement aux experts pour qu'ils puissent répondre à vos questions. Et puis ensuite, je prendrai une autre question. Je ne suis pas sûre si vous m'avez donné la parole, Tilly. Oui, je vous ai donné la parole, Umberto. Allez-y. Alors, est-ce une réussite? Oui, c'est une réussite. On a pas mal de réussites finalement concernant les mesures de protection, alors d'ampleur différente, mais nous savons qu'il y a des petits projets qui ont été une véritable réussite. Il y a eu par exemple le projet pour les loups dans les Alpes qui a permis de réduire les attaques de loups de 96%. Life Extra aussi, c'était un autre projet qu'on a mené en Italie, en Grèce notamment, où on a réussi à réduire ça de 88 à 100%. Bon, alors les résultats ne sont pas pareils de partout. Ça dépend aussi beaucoup des chiens, ça dépend beaucoup de l'environnement. Comme Jean-Marc l'a expliqué durant sa présentation, ça dépend des mesures qui sont mises en place, etc. Alors, pour les compensations, alors les fonds européens, c'est l'argent du contribuable, vous le savez. Et pour la biodiversité, je pense qu'effectivement, la PAC, elle est bien là pour soutenir les éleveurs, peut-être pour les mesures de protection aussi et pour les compensations, mais il y a des fonds applicables, donc ça dépend un petit peu aussi. Et il y avait aussi une question pour vous, Monsieur Landry, si vous souhaitez réagir. Est-ce que je réponds en français ou en anglais? Quelle est la meilleure solution? C'est comme vous voulez, il y a des interprètes qui sont là, alors n'hésitez pas.
Je pense sur le plateau de Cossol, vous êtes allé voir Bernard Bruno, j'imagine, parce que je sais qu'il a quelques soucis. Moi, je pense que sur Cossol, par exemple, on est capable de donner un coup de main. Mais nous, ce qui nous manque, c'est les financements, pour être clair. On a travaillé avec Bernard pendant des étés. C'est un gars qui est fantastique, c'est un très bon éleveur. Puis quand on a un gars comme ça qui est des fois au bord des larmes ou qui peut plus, c'est vraiment prenant. Et c'est aussi pour ces gens-là qu'on fait tout ce travail-là. Mais je dois quand même vous avouer que nous, on a eu beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'il y a des gens qui veulent pas qu'on fasse notre recherche, des gens qui veulent pas que ça fonctionne aussi. Et je trouve que tous ces éleveurs sont perdants. Et quand j'ai vu Bernard la dernière fois, lui, il nous a dit, c'est des gens comme toi qui vont nous aider, mais c'est pas le milieu agricole parce qu'il y a d'autres, c'est un niveau politique, quoi. Donc nous, on a vraiment maintenant besoin de soutien sur le terrain. Et puis, je pense que les solutions ne viennent que si on travaille main dans la main avec la profession, avec les éleveurs et les bergers, parce qu'eux, ils ont leur connaissance que nous n'avons pas. Et c'est que dans cet échange-là qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. And to be gender balanced in both directions, I now take Alors, pour garder un peu de parité, je vais donner la parole à Pascal Durand et ensuite à Sarah Wina. Merci beaucoup, Tilly, de me donner la parole. C'est la première fois qu'on donne la parole à un homme pour respecter la parité. En tout cas, je suis très, très heureux de voir que finalement les femmes prennent la main sur cette question. Non, moi j'ai une question. Évidemment, c'était passionnant les présentations et moi aussi je viens de la même région que Caroline, donc pour me balader souvent dans le Mercantour. D'ailleurs, j'en suis à un stade où j'ai un peu plus peur des patous que des loups quand je me promène, mais ça c'est un autre sujet. C'est les chiens aussi en liberté. Dans la région, notamment du Mercantour. Moi, j'ai une question pratico-pratique, c'est-à-dire que la réponse française, pas que française, mais la réponse française la plus directe et la plus facile maintenant, c'est celle d'un mot que je déteste, que j'ai en horreur. On parle de prélèvement. En réalité, quand on prélève, on tue. Donc j'aimerais qu'on utilise des mots beaucoup plus directs et beaucoup plus clairs, c'est-à-dire on tue les loups. Et c'est une politique qui est extrêmement répandue maintenant en France, puisqu'on arrive quasiment à 20% de la population. Donc, je voudrais que vous me disiez d'un point de vue scientifique, pratique, est-ce que l'abattage des loups est une solution? Est-ce que c'est la bonne solution? Ou est-ce qu'au contraire, ça n'est pas la bonne solution? Parce que vous avez parlé évidemment d'autres solutions, mais on n'a pas du tout évoqué cette question de l'abattage. Merci Pascal. Who wants to react first? Qui souhaite réagir en premier? Peut-être Monsieur Landry peut réagir. Si vous avez des choses à dire ensuite, Umberto. In French. C'est une question qui est fondamentale parce que l'idée de la France, c'est d'avoir la réciprocité. C'est-à-dire que moi, je suis sur mon terrain et toi, tu viens sur mon terrain et je te tue. C'est un peu ça l'idée. La majorité des études n'arrivent pas à démontrer l'efficacité en fait des tirs. Vous savez qu'il y a une étudiante qui a fait une thèse de doctorat. Puis elle, ce qu'elle dit, la conclusion de sa thèse sur l'efficacité des tirs en France, c'est de dire c'est quand même quelque chose qui est très complexe, très très complexe. Que dans certains endroits, on a vu une diminution, dans d'autres endroits, on a vu une augmentation des dommages, puis dans d'autres endroits, on n'a pas vu de différence, puis que ça demanderait plus d'études. Moi, personnellement, moi, je pense qu'il faut utiliser le tir comme un outil de protection et le mettre dans un schéma global de stratégie de protection des troupeaux. Mais on n'est pas là pour tirer du loup par vengeance ou parce qu'il faut tirer du loup. Et puis, je pense que le message n'est pas très bon maintenant parce que moi, je le vis personnellement sur des études que nous faisons. Dès qu'il y a un loup, on demande un tir et puis le tir est tellement facile à obtenir. C'est pas facile de tirer des loups, mais maintenant, les Français deviennent bons. Et le problème qui est en France, et ça j'aimerais quand même le soulever parce que personne ne le soulève, c'est que le loup est une espèce protégée, bon très bien, mais vous pouvez en France tirer un loup n'importe quel jour de l'année. Vous pourrez tirer une femelle pleine, vous pourrez tirer une femelle allaitante, vous pouvez tirer des louveteaux, vous pouvez tirer le mâle reproducteur, vous pouvez tirer des jeunes, vous pouvez tirer n'importe quoi. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'espèces en Europe qui ont ce statut-là, donc c'est quelque chose qui est assez incroyable pour moi que voir que la directive Habitat
protège une espèce comme le loup, et puis finalement, sur le terrain, c'est pas ce qu'on voit. Donc, je comprends bien qu'il faut qu'on puisse se garder les tirs. Je pense que c'est une chose, voilà, on est là pour aider les éleveurs, mais il faut que le tir, il faut que quand on tue un loup, ça soit utile à l'éleveur et au berger. Et nous, ce qu'on a montré dans notre étude, c'est que c'est très complexe parce que parfois, quand vous tirez un loup à proximité du troupeau, il faisait juste de passer et vous n'avez pas tiré le bon loup. Alors, c'est clair que les louvetiers et la brigade loup nous rétorquent comment on fait pour reconnaître les loups. Et c'est là toute la difficulté. Donc, pour l'instant, on va vers la solution de facilité. Donc, juste pour terminer ma réponse, c'est de dire de tirer un loup, ce n'est pas le problème, mais il faut que ça rentre dans une stratégie de protection. Il faut que ça soit considéré comme un outil de protection, pas comme des prélèvements, pas comme de la régulation. Et puis, je pense qu'on doit quand on fait un tir, on doit mettre derrière de la protection et il faut surtout travailler sur la protection et il faut surtout investir dans la connaissance. C'est plus facile de tuer que d'apprendre à connaître. C'est très bien dit. Mr. Delgado, do you want to add something on this? Please feel free. Yes, I would indeed add two messages. One is. Oui, alors moi j'ai 2 messages. Est-ce que c'est la solution? Non, ça peut être la solution dans certains cas, mais il faut effectivement agir sur une base du cas par cas. Parce que comme Jean-Marc l'a dit, parfois, lorsque l'on tue un loup, ça peut aggraver la situation. Par exemple, si on tue, je ne sais pas, un alpha, la meute peut peut-être devenir encore plus dangereuse. Et donc, l'abattage des loups dans les différents États membres existe, mais ce sont aux autorités nationales et aux autorités judiciaires d'être responsables de l'application de cette réglementation. Alors, avec la Commission, nous savons qu'il y a différents traités également. Donc, lorsque l'on trouve différentes pratiques, là où on voit qu'il y a des manques, c'est là où nous agissons. Mais nous commençons toujours avec un dialogue, on commence toujours à poser des questions aux différents États membres et ensuite, on décide ce que l'on doit faire, on décide s'il y a violation de la réglementation ou non, par exemple. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions. On a aussi beaucoup de questions très intéressantes dans le chat. On va essayer de ne pas négliger ces questions-là. Mais maintenant, c'est à Sarah Wiener de prendre la parole. Bonjour et merci pour ces présentations absolument passionnantes. Je vais essayer d'être très brève avec 2 questions. Une pour la Commission. Dans quelle mesure la Commission essaye de standardiser la gestion des populations des loups en Europe? Est-ce qu'il y a la base de données commune, par exemple, pour l'abattage des loups? Et la deuxième question pour Monsieur Landry. Alors, vous parlez des loups pour protéger les troupeaux, mais y a-t-il une limite? À quel moment cette solution a-t-elle des limites, par exemple, si les meutes sont grandes? Alors, je vais donner la parole directement à Monsieur Delgado en premier. Oui, alors on reçoit beaucoup de questions sur les nombres de loups. Alors, ce n'est pas la Commission européenne qui peut faire du monitoring pour savoir combien de loups on a et où. Ce qu'on peut encourager, cependant, c'est encourager donc les États membres à coopérer avec d'autres États membres pour essayer de voir s'ils partagent une certaine population de loups, par exemple. Mais pour nous, le monitoring continue. Ce ne sont pas toujours des données très fiables pour savoir combien d'individus nous avons. Merci, Monsieur Landry. Les prédateurs ne sont pas vraiment un facteur limitant pour les chiens. En fait, le facteur limitant, c'est la société. Si on accepte ces chiens ou non, parce que quand vous faites une randonnée, par exemple, il y a ces chiens qui peuvent venir vous voir. Il y a déjà eu plusieurs incidents. Donc, je pense que c'est un peu ça, finalement, la limite. Il y a également les pratiques agricoles, les pratiques d'élevage aussi. Des fois, on a des tout petits troupeaux
Et donc, voilà, on peut utiliser des chiens, mais il y a des endroits où on ne peut pas utiliser de chiens, par exemple, parce que l'environnement est trop compliqué. Donc après, si on a un gros troupeau et qu'on le divise en 15 petits troupeaux, ça veut dire qu'il faut 30 ou 45 chiens. Donc là, ça devient un peu impossible aussi, évidemment. Alors voilà, je pense que c'est vraiment ça, finalement, la limite à cette solution. L'une des limites aussi, c'est peut-être la sélection, parce qu'il faut des chiens qui sont capables de se battre, mais qui sont capables aussi de s'adapter à la vie avec les humains. Si vous venez dans les Alpes, il y a des endroits où il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de touristes. Et donc, c'est la toute première fois dans l'histoire de ce type de chiens qu'ils doivent vivre, coexister aussi avec les touristes. Donc, il faut trouver vraiment des chiens qui soient capables de faire les deux. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Pour les prédateurs, je ne suis pas sûre qu'ils aient vraiment voilà, leur rôle à jouer. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Very much. And yeah, Misha disappeared. Also, I give the floor to Anya. Je pense que c'est parfait, merci beaucoup. Anya, à vous. Merci Tilly. Merci à nos invités. Comme l'a dit la Commission européenne, il est important de continuer à préserver les loups en Europe et le Parlement a rappelé son soutien. Mais le lobby de la chasse et Copie agricole prépare une campagne pour attaquer cette question. Donc, à ce stade, l'Agri-Comité vise à préparer donc un document qui affaiblirait la directive Habitat et le statut de la préservation du loup. Alors, la nature et la biodiversité sont une compétence unique de la commission ENVI. Et donc, je demande à tous les membres de l'intergroupe de suivre avec attention les processus et l'évolution de cette révolution agri et donc de continuer à préserver les loups dans l'Union européenne. Faites-vous entendre dans votre groupe parce que jusqu'à présent, nous ne sommes que quelques-uns à nous battre pour cela et nous ne réussissons pas. Donc vraiment, faites-vous entendre dans votre groupe et faites entendre les positions que le Parlement a déjà prises par rapport à la stratégie biodiversité. J'espère que la Commission fera pareil. Alors, j'ai encore une question pour M. Delgado Rosa. Les études scientifiques montrent que les conflits avec les loups viennent de ce qu'ils ont appris de leurs parents. Donc, il faut développer de nouvelles méthodes, générer en fait des expériences négatives d'attaque de bétail. Est-ce que vous pouvez nous dire comment développer ce type de solutions innovantes afin de diminuer la prédation des loups sur le bétail, notamment là où les chiens de berger ne sont pas possibles, comme aux Pays-Bas par exemple. Je pose cette question parce que très souvent, ces solutions innovantes se sont confrontées à des problèmes de soutien, ne n'ont pas reçu l'appui nécessaire. Merci beaucoup. Monsieur Delgado, vous avez la parole. Oui. Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit dans ma première intervention, nous pensons que la directive nature est adaptée à l'objectif, donc nous n'avons pas de projet de la réouvrir. Sur la question des alternatives et des innovations, clairement, nous ne devons pas revenir au Moyen Âge.
Aujourd'hui, il y a des innovations technologiques, certaines sont disponibles, comme les clôtures, par exemple. Et donc, je suis en faveur de la recherche qui pourrait aider de façon technologique à protéger le bétail. Alors, je ne suis pas un expert, je suis sûr que Jean-Marc pourra nous en parler davantage, mais je pense qu'il faut un mélange d'approches innovantes avec d'autres approches plus anciennes, comme remettre le bétail dans un abri la nuit si possible. Ce sont des choses qui sont très efficaces et donc je pense qu'il faut adapter nos circonstances et c'est ainsi que nous pourrons faire ce que nous voulons. Parfois, il y a besoin d'une présence canine ou humaine et dans d'autres cas, la technologie en tant que telle peut suffire. Mais je ne peux pas vous proposer une liste d'innovations comme cela. Je vous remercie. Marguerite, vous avez la parole. Merci. J'ai un petit commentaire. Se battre pour les loups, même au Danemark, on a si peu, c'est une véritable guerre. Je pense que outre les serpents, il n'y a aucun animal qui a une aussi mauvaise réputation que le loup. Et donc, parfois, on se dit, oui, on sait qu'il mange des animaux, alors il faut s'en débarrasser. Mais je veux dire que il faudrait qu'il ait une bonne réputation. Vous savez, dans le livre de la jungle, c'est une louve. Et donc là, il y a une approche complètement différente qui est probablement plus proche que la réalité, une histoire beaucoup plus proche. Et c'est ce que l'on voit notamment chez les louveteaux, chez les scouts. Et donc, beaucoup d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous avez entendu cette histoire du livre de la jungle. Et donc, je pense que c'est une question qui est assez forte aussi en Danemark. C'est plutôt une petite recommandation parce que il y a une image adéquate, même si on a toutes les preuves de notre côté, si nous pouvons prouver qu'aucun humain n'est en danger. Si vous utilisez des chiens de berger, des bergers, ce n'est pas ce qu'ils font au Danemark. Ils tirent sur le loup et basta. Donc, mais je pense qu'il faut pouvoir changer le narratif. Et donc, je pense que cette petite histoire du livre de la jungle est particulièrement utile. Merci beaucoup. Et merci à nouveau pour ces présentations particulièrement intéressantes et particulièrement informatives. Merci. Merci, Margaret. Oui, vive Mowgli. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. Alors, je laisse maintenant à Alain Dupernay-Greenberg. Hélène, pardon. Anne, pardon. Alors, merci pour ces présentations intéressantes. Tout d'abord, on change de paradigme et donc on doit être conscient que pendant des siècles, les humains ont créé des armes et c'était la seule manière de protéger nos troupeaux, c'était de tuer les loups. Maintenant, en tout cas, on met beaucoup d'énergie, beaucoup de science, beaucoup de compréhension à organiser la cohabitation. Donc, je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie, tous ensemble. Mais il est important de voir que chaque écosystème, chaque type de paysage, chaque pastoralisme est différent. Donc, on a besoin de davantage d'études dans ce sens pour étayer notre propos. Et c'est vraiment très intéressant d'entendre ce que vous avez dit. Cette protection inclusive, la participation des paysans, des ONG, des biologistes et de l'administration. C'est important. Je suis surprise, par contre, d'entendre que la directive Habitat est appliquée de façon aussi différente en Allemagne et en France. En Allemagne, on a eu un seul abattage de loups et ça a fait un scandale. Et j'entends qu'en France, c'est bien plus populaire, les prélèvements, comme vous avez dit. Je pense qu'il s'agit de pratiques différentes et c'est difficile pour l'Union parce que
Nous avons à la commission Agri maintenant disant qu'il faut baisser la directive Habitat. Donc, la question est de savoir comment bien appliquer la directive Habitat et de rechercher d'autres solutions dès que possible et partout. Donc, je vais bien sûr soutenir Anya et Maria. La directive Habitat ne sera pas dénaturée et je pense que les grands carnivores méritent toute notre protection. Donc, merci pour toutes ces données. Merci d'avoir ouvert notre esprit. Nous pouvons travailler sur le terrain avec les paysans et trouver des solutions qui soient adaptées à tous et partout. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Anna. Effectivement, l'harmonisation de la directive existante et la communication sont essentielles. Alors, évidemment, je vois que M. Delgado a réagi. M. Landry, si vous voulez réagir, eh bien, n'hésitez pas à le faire. M. Delgado, je vous cède la parole maintenant. Oui, alors, effectivement, nous avons cette préoccupation. Est-ce que la directive Habitat est appliquée correctement partout? Alors, évidemment, la première ressource doit être l'autorité nationale, le système judiciaire national qui fonctionne. Par exemple, en Finlande, récemment, un tribunal a pris la décision de suspendre le permis d'abattage des animaux. Et donc, si nous, à la Commission, on peut voir s'il y a une approche systémique erronée, eh bien, d'abord, nous discutons avec l'État membre et puis, si nous sommes convaincus, nous pouvons aller passer à un stade plus avancé de l'investigation. Et donc, il faudra un peu voir quel est l'état d'avancement du débat. Il y en a qui voient le retour du loup comme un problème et que la solution, c'est l'abattage. Je ne pense pas que c'est une approche qui fonctionne parce que la société européenne la veut. Le loup a une mauvaise réputation, mais beaucoup d'Européens aiment l'idée que les loups existent dans la nature. Évidemment, personne ne veut en subir les conséquences, mais il faut pouvoir permettre une certaine coexistence. Alors, pourquoi le problème est-il plus visible dans les pays où des petites populations de loups reviennent par rapport aux pays où le loup est toujours présent? Bien parce que dans les pays où le loup n'a jamais été éradiqué, la coexistence est restée, la cohabitation est restée. Et donc, c'est là où les prédateurs reviennent qu'il y a un certain conflit. Donc, ça peut prendre quelques années pour apaiser les esprits. Et c'est là, effectivement, que les compensations peuvent entrer en jeu et que l'on peut retrouver un système équilibré. Mais il n'y a pas de solution alternative à ce retour. Merci. Si je peux ajouter quelque chose. Pour être honnête, je pense que l'un des problèmes pour les agriculteurs, les éleveurs, les bergers, la vie n'est pas facile. Alors évidemment, quand le loup revient, cela ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire. Je pense qu'ils sont assez seuls. Alors effectivement, on peut leur donner de l'argent, mais ça ne suffit pas, parce que quand vous avez des troupeaux, quand vous avez des chiens, ils auront leur responsabilité engagée, la responsabilité de mettre une clôture, même s'ils n'ont pas le temps de le faire. Donc effectivement, la société européenne est en faveur du retour du loup, c'est très bien, moi aussi, mais les personnes qui ont des problèmes sont les agriculteurs, et donc nous devons voir que la société doit également être en faveur de ces éleveurs de bétail, ces éleveurs de moutons, et donc les aider à mettre ces mesures de protection, parce que c'est beaucoup de travail, vous savez, pour eux. Certains, ils travaillent 17 heures par jour, et si un loup arrive, si on dit, bon, très bien, on va vous payer un chien ou payer une clôture, ben, formidable, mais je ne peux pas tout mettre en œuvre. Quand il y a un chien, les voisins disent, oh, votre chien aboie, ça ne va pas. Donc, en fait, il y a beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas la faute du loup, c'est la faute de la société. Parfois, nous donnons simplement de l'argent en disant, ben voilà, vous devez le faire vous-même, débrouillez-vous. Par exemple, nous essayons maintenant d'avoir un projet avec certaines ONG
et nous allons aider les éleveurs et les bergers en disant nous allons investir de l'argent, nous allons investir du temps pour vous aider et on ne va pas vous laisser tout seul par rapport à cette problématique du loup. Et donc, je pense que c'est un message qui est particulièrement important. C'est la raison pour laquelle en France, ils sont contre, parce qu'ils disent bon, très bien, on doit protéger le loup et puis on a encore des problèmes. Merci beaucoup. Dernière question de Maria Neusch. Maria. Alors, question assez simple, je l'ai écrit dans le chat. Quelle est la situation des attaques? L'attaque du loup d'une part, l'attaque des chiens contre les personnes, contre les touristes, par exemple. Je vis dans les Alpes et en Allemagne, en 100 ans, il n'y a eu aucune attaque contre un humain. Mais on a des spécialistes avec nous. Est-il bien clair qu'il n'y a pas de problème pour les touristes, etc. Et je peux entendre que parfois, ce sont les chiens qui posent davantage de problèmes pour les touristes que les loups. Donc voilà, c'est la question que je voulais poser de mon côté. Merci beaucoup, Maria. Monsieur Delgado. Alors, je pense que sur la menace posée par les chiens, peut-être que Jean-Marc pourra mieux répondre. En ce qui concerne les attaques des loups contre les humains, nous n'avons pas de faits enregistrés depuis 100 ans. On ne peut pas dire que le risque est de zéro. Il n'est pas de zéro. Mais faisons un parallèle. Est-ce que nous avons un monde sans tigre ou sans lion? Parce que les tigres tuent des Indiens chaque année et pourtant on ne veut pas qu'on les abatte. Donc, même avec ce risque, nous devons maintenir la coexistence. Le risque est très faible. Et le problème, c'est plus pour le bétail. Et pour cela, il y a besoin d'efforts, de travail. Et nous le savons que ça peut fonctionner. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment une préoccupation pour les hommes, donc les attaques des loups contre les hommes. Monsieur Landry. En ce qui concerne les chiens de berger, effectivement, il y a quelques problèmes parce que je pense qu'on a oublié comment il faut se comporter en face de ce chien. Certains ont peur parce que le chien aboie, certains ont peur d'être mordu, mais c'est un risque. On peut effectivement mieux sélectionner, mieux élever les chiens. Et je travaille aussi sur ce sujet, donc pour être honnête, je pense qu'au cours des 10 prochaines années, on a pu diminuer. On ne peut pas avoir des chiens agressifs envers les humains dans les zones touristiques. Les chiens sont effectivement efficaces contre les loups et très gentils avec les hommes. Et donc, on peut comprendre que les gens peuvent être effrayés, mais ce sont des chiens qui ont besoin d'éducation et d'une bonne sélection. Donc, une bonne sélection des chiens et une bonne éducation des chiens. Merci. Toute dernière question de Annika Bruna. Et puis, je suis vraiment désolée, je voulais pouvoir prendre des questions du chat, mais nous y répondrons par écrit. Et il y a également Nicolas Klein qui est le spécialiste de l'Eurogroupe. Donc, j'ai vu qu'il a pu déjà répondre à des questions dans le chat. Donc, nous allons encore reprendre vos questions dans le chat et nous y répondrons par écrit. Désolée, mais vous avez été particulièrement active, donc nous ne pourrons pas répondre à tout le monde. Annika, vous avez la parole. Oui, merci Tilly. Vous m'entendez? Très bien, merci Tilly et merci aux intervenants. Alors moi, je voulais partager avec vous des éléments sur le loup, notamment pour dire que la France était effectivement dans une situation singulière puisque les autorités abattent entre 19 et 21% de la population chaque année. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a demandé en 2021 des comptes au gouvernement français. La Commission demande notamment que la France justifie ses abattages et qu'elle ne nuise pas à la conservation de l'espèce. Plus important, la Commission européenne demande au gouvernement français d'assurer la mise en œuvre généralisée
de mesures de prévention des dommages. Alors, comme l'a parfaitement exposé Monsieur Landry, on peut penser notamment aux pratiques pastorales qui permettent d'éviter les attaques des loups sur les ovins en recourant à des chiens de berger qui les surveillent, qui surveillent les troupeaux et en les protégeant mieux la nuit. Alors, ces demandes sont parfaitement justifiées sur le plan technique afin de respecter la protection des loups par la directive Habitat. Mais il faut, je pense, aller plus loin en termes d'information du public et notamment du monde rural. En effet, ce que l'on observe aussi en France, c'est une augmentation de la population des cervidés et des sangliers. Or, ces populations de grands gibiers ont un impact de plus en plus important sur les cultures. Trop nombreux, les cervidés et les sangliers finissent par causer d'importantes pertes aux agriculteurs. Il faut donc convaincre les agriculteurs de considérer les agriculteurs de considérer les loups comme de véritables auxiliaires pour protéger leur culture. Bien sûr, cela nécessitera de mieux protéger les troupeaux, mais cela n'est pas impossible. L'Italie, d'ailleurs, le fait très bien et sans que cela pose de problème. Enfin, il faut aussi informer le public sur l'importance des loups pour régénérer les forêts. Les cervidés ont tendance à manger toutes les jeunes pousses des arbres. Le loup permet à la forêt de se régénérer naturellement en réduisant la pression des cervidés sur le sous-bois. C'est également un argument non négligeable qui peut être entendu par le monde rural. J'aimerais avoir vos observations sur ces propositions. Merci. Very last reaction, maybe I give first the floor to Monsieur Landry, very shortly. Alors, Monsieur Landry, pour commencer, parce que nous allons devoir conclure, nous sommes déjà un peu au-delà du temps imparti et nous allons vous laisser le dernier mot de conclusion. C'est qu'on essaie de démontrer l'utilité du loup pour préserver une espèce. Puis moi, je pense d'un point de vue philosophique, puis d'un point de vue humain, toute espèce a le droit de vivre. Maintenant, je pense que si on veut améliorer la protection des troupeaux, il faut inclure les éleveurs et les bergers dans ce brainstorming. Pour moi, c'est fondamental. Est-ce que le loup, on nous demande souvent quel est le rôle du loup. Quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est la borréliose, les tiques. C'est clair que les ongulés sauvages sont des réservoirs à tiques. Et puis là, le loup pourrait jouer un rôle important. Puis c'est vrai que sur la régénération des forêts, les Polonais ont montré que les loups peuvent avoir une très bonne action. Et c'est vrai que le loup a un rôle à jouer dans la préservation de notre environnement. Ça me paraît très clair. Et puis il a aussi un rôle à jouer au niveau culturel. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Mr. Delgado, the last conclusive words, please. Yes, indeed. Large predators, of Monsieur course. Delgado, le mot de la fin, oui, ils ont un rôle écologique à jouer. Évidemment, on ne veut pas qu'ils le jouent contre le bétail ou les animaux domestiques. Mais nous avons du bétail, nous avons des humains, nous avons des animaux sauvages, nous avons des prédateurs et nous devons protéger les animaux qu'il nous faut protéger pour notre subsistance et nous devons permettre aux loups d'être prédateurs des cervidés, des sangliers, etc. Alors, il y a eu une évaluation du régime du loup qui était à 70% composé de sangliers. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de tuer un mouton qu'un sanglier, mais c'est là où il nous faut protéger pour assurer la coexistence. Merci à tous. Merci notamment à Monsieur Delgado et Monsieur Landry. Merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'il est important de diffuser des informations, de développer la communication entre les différentes parties prenantes. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche parce que, comme Margaret l'a dit, il y a un peu ce narratif autour du loup qui doit être changé. Donc, merci beaucoup. Merci à votre participation extrêmement active de la part de tous les députés européens. Nous étions à quelques 130 personnes qui assistaient à ce webinaire. Donc, merci pour votre attention. Merci de nous avoir écoutés. Encore quelques petites informations. Le 1er mars, de 10h à 11h30, il y aura un webinaire de Saskia Brikman, députée européenne. Donc, c'est un webinaire
qui vise à explorer l'empreinte vietnamienne en Afrique par rapport au trafic de la faune. Donc, ça doit vraiment être quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, le 1er mars au matin. Et ensuite, il y a une session le 10 mars, donc de l'Eurogroupe sur la protection animale, du bien-être animal, pardon. Et donc, il s'agira des mesures de protection contre les maladies zoonotiques et les préoccupations de bien-être animal. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter un bon appétit, je vous souhaite une belle journée et je vous remercie à nouveau pour votre participation extrêmement active. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci.